Merci de vous joindre à l'événement spécial. Cet événement se déroulera en anglais avec une interprétation plutôt simultanée en français. Pour sélectionner l'audio de votre choix, cliquez sur le bouton d'interprétation, l'icône du globe au bas de l'écran Zoom. Sur un ordinateur avec un cellulaire, cliquez sur l'icône plus et la langue d'interprétation. Les diapositives sont en anglais et en français. Pour choisir la langue de vos diapos, cliquez sur les options d'affichage en haut de l'écran, puis sur la langue souhaitée. Les micros et les caméras de tous les participants sont tout automatiquement éteints. L'interprétation gestuelle est offerte. Nous invitons ceux qui utilisent l'interprétation ASL à se connecter directement avec les interprètes ASL dans le chat. Le sous-titrage en direct est disponible. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte de questions-réponses. Si vous souhaitez un soutien pendant la rencontre, une liste de soutien et de services sera affichée dans le chat. 833 8430186. Il y aura également de l'information donc postée, affichée dans le chat à cet effet. Il s'agit du 833-343-0186. Alors, si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte de questions-réponses. Si vous souhaitez un soutien, donc, les services seront affichés, comme je l'ai dit, dans le chat. Pour désactiver les notifications du chat, cliquez sur la flèche à côté du chat dans la barre de menu Zoom, puis cliquez sur Afficher les aperçus du chat. Un lien vers un formulaire d'évaluation s'ouvrira dans votre navigateur après la fin de cet événement spécial. Un certificat de participation sera généré une fois que vous aurez complété cette évaluation et c'est tout à fait anonyme. L'événement spécial est enregistré. L'enregistrement et tout matériel, par exemple les diapos, seront publiés sur le site web du réseau d'apprentissage et vous seront envoyés par courriel après l'événement. Je vais faire une pause pendant quelques instants avant de lancer officiellement cet événement spécial. Bonjour, je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage du Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom de Carol Colton, Anastasia Kuzik et Nathalie Waterman, nous vous accueillons à cet événement spécial Leçons tirées d'une enquête rurale, prendre des mesures pour appuyer les recommandations issues de l'enquête du comté de Renfrew. Je me trouve sur les terres traditionnelles des Anishinabek, des Haudenosaunee, des Legwak et des Anmoton. Ces terres sont liées au traité de London et de Sombra de 1796 et au pacte Wampum d'un plat à une cuillère. Notre équipe s'engage à travailler en collaboration avec les communautés autochtones, racialisées et de couleur et de faire tout ce que nous pouvons pour reconnaître et rehausser la réconciliation. Nous savons qu'il y a un effet disproportionné sur les femmes et les enfants marginalisés donc la violence conjugale. Nous vous encourageons à aller sur notre site web pour apprendre bien davantage sur nos présentatrices et présentateurs d'aujourd'hui. Pamela Cross est avocate féministe qui s'occupe le poste de directrice juridique du Luke's Palace Support and Resource Center dans la région de Durham. Elle est bien connue à titre d'organisatrice, de chercheuse, de formatrice et de défenseur des droits. Erin Lee est une militante chevronnée, passionnée, qui a passé des décennies à travailler pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Actuellement, elle est la directrice générale de Lanark County Interval House et Community Support. Kirsten Mercer est associée au sein du groupe de contentieux de Goldblatt Partners LLP plutôt, où elle met à profit sa vaste expérience professionnelle pour traiter un large éventail de litiges et de questions de conseil, grandes et petites. Elle travaille dans le domaine de la violence genrée, du harcèlement, etc. Prabhu Rajan
est avocat en chef du coroner en chef de l'Ontario et médecin légiste en chef. Prabhu est aussi président du comité d'examen des décès dus à la violence familiale et a passé une grande partie de sa carrière en titre d'avocat à la Commission des droits de la personne de l'Ontario. C'est avec plaisir que je cède la parole à Pamela. Merci, Linda. Au nom de nous quatre qui se joignons à vous, au Learning Network et à vous tous qui avez pris le temps donc de vous joindre à nous, merci beaucoup. Laissez-moi vous dire ce que nous espérons de cette rencontre. Comme vous le voyez dans la diapo, il y a plusieurs objectifs d'apprentissage. On va d'abord vous donner un aperçu des faits des affaires donc qui ont mené à cette enquête pour vous donner un aperçu général. Puis, nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette enquête? Quel était son objectif? Nous allons vous donner de l'information générale, d'abord sur les enquêtes de coroner, comment ça fonctionne, ce qui se passe et qu'est-ce qui découle des recommandations. Puis, Erin va parler du travail que sa collectivité fait et continue à faire pour sensibiliser la population sur la violence conjugale, particulièrement dans les communautés rurales, y compris le travail pour mettre en œuvre ces recommandations. Par la suite, Kirsten va offrir des suggestions sur comment développer donc une stratégie d'intervention efficace et je vais parler brièvement des des nombreuses initiatives et efforts de défense des droits en cours. Puis, je vous dirais que nous allons parler de notre propre point de vue, de notre propre perspective sur cette enquête, ainsi que sur nos travaux pour appuyer les survivantes de violences conjugales en général. Nous allons par la suite discuter certaines des recommandations qui ont découlé de l'enquête du coroner. Vous saurez qu'il y a 86 recommandations. Nous n'allons pas nous éterniser sur chacune, mais nous allons plutôt évoquer les thèmes des recommandations, puis nous allons passer à une discussion générale. Nous allons ouvrir le débat pour tout le monde. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, finalement, c'est de vous permettre d'agir vous-même dans votre propre milieu de travail, dans votre propre collectivité, pour mettre en œuvre certaines de ces recommandations. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu de ce qui s'est passé lors de cette enquête. Le 22 septembre 2015, Carol Carlton, Anastasia Kusek et Nathalie Warmerdam ont été assassinés lors d'un triple fémicide. L'agresseur a été donc arrêté et inculpé et n'a pas sorti de prison depuis. En 2016, il a été trouvé coupable de ces 3 meurtres et est en prison depuis lors. Avant donc de passer à tous les détails de l'affaire, je crois qu'il est juste de dire que ce meurtrier a donc fait preuve de nombreux donc signaux d'alarme auparavant. Donc les meurtres ont eu un impact profond sur la petite communauté rurale dans laquelle elle a eu lieu, un impact qui persiste encore aujourd'hui. Les organisations communautaires, y compris les organisations de lutte contre la violence faite aux femmes et d'autres, ont participé au procès et une déclaration d'impact communautaire a été présentée lors de la phase de détermination de la peine. En 2019, une fois toutes les procédures criminelles terminées, le bureau du coroner a annoncé son intention de tenir une enquête sur le triple féminicide sur la recommandation du comité d'examen des décès dus à la violence familiale. L'enquête devait se concentrer sur la question de la violence conjugale et du féminicide dans les communautés rurales et les questions de politique publique qu'elle devait prendre en compte étaient stipulées dans l'énoncé de la portée, un des documents qui vous a été fourni pour cet événement spécial. Donc, ces quelques commentaires nous amènent, si vous voulez, au début de cette enquête et je vais demander maintenant à Prabhu de nous parler un peu de ce que c'est qu'une enquête de coroner. Prabhu, à vous la parole. Merci Pam et merci
de m'inclure dans cet éminent panel. Je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous parler de ce que c'est qu'une enquête, quel est son objectif et sa procédure. Il s'agit d'un examen public qui est, a lieu donc devant un jury, avec un jury. Il s'agit donc d'un examen des circonstances entourant un ou plusieurs décès particuliers. Il s'agit de voir qui est mort, où, comment et quelle était la cause médicale du décès. En général, c'est 5 questions, on y répond facilement. Mais ce qui est critique pour le jury, c'est de d'émettre des recommandations de changement pour, nous l'espérons, éviter de tels décès à l'avenir. Une enquête, au contraire des autres procédures juridiques, ne vise pas à blâmer et n'est pas un véhicule de représailles. C'est un véhicule d'apprentissage et de compréhension et de travail collaboratif pour en arriver à des solutions. Il y a 2 types d'enquêtes, des enquêtes obligatoires qui portent sur le recours, par exemple, à la force par la police et les décès liés au service correctionnel. Il y a 120 enquêtes obligatoires par année. Mais il y a aussi des enquêtes discrétionnaires, comme celle-ci. Et donc, l'enquête CKW est une enquête discrétionnaire. Et quand est-ce que ça se fait, ça? Quand c'est dans l'intérêt du public et les réponses aux 5 questions qui pourraient ne pas être connues à ce moment-là au début, et s'il est souhaitable que le public soit informé, et les recommandations potentielles du jury, ainsi que des questions systémiques qui pourraient être soulevées. Vous pouvez vous imaginer, dans cette affaire, cela soulève bien des questions systémiques, de nombreuses questions systémiques, et répond à tous les éléments de l'enquête discrétionnaire. C'est pourquoi donc il y a eu enquête. On s'est posé la question pourquoi? Donc ces 3 décès particuliers ont mené à cela. C'est reflété dans les recommandations que l'on discutera plus tard, mais ça soulève aussi des enjeux uniques dans la communauté. Cette enquête a été menée en personne à Renfrew, au bureau du coroner. Et c'était très important pour nous que ce soit mené en personne dans la communauté où les décès ont lieu, plutôt que, comme dans le cas de plusieurs affaires, de manière virtuelle. Depuis les dernières 5 ou 6 années, notre bureau a changé la façon dont on mène les enquêtes. On veut collaborer avec les parties, donc les prenantes à l'affaire, et ce n'est pas un processus contradictoire, et ça vise plutôt une collaboration. Et toutes les parties de l'enquête font partie donc d'une équipe plus vaste pour en arriver à des recommandations et des solutions. Qui présente donc, qui était présent à cette enquête en juin cette année? Eh bien, j'y étais en tant qu'un des avocats de l'enquête avec Christine McCoy, l'ancienne procureure. L'Ontario était représenté également, un des membres de la famille, la fille de Nathalie Waterdam plutôt, et une coalition locale d'organisations. Donc, un groupe End Violence Against Women de Renfrew County y était également, le groupe EVA. C'était la première fois qu'il y avait donc une femme non coroner qui présidait l'enquête, une personne non coroner, Leslie Réaume. Alors, nous étions responsables de la direction, de l'organisation, de la planification et de la conduite de l'affaire du début à la fin. Comme je l'ai mentionné, il s'agissait d'un processus collaboratif. Les avocats, les membres de la famille ont travaillé à tous les éléments de l'enquête. Nous voulions que chacune soit à l'aise avec la façon dont on a abordé l'affaire. C'était tout aussi important, à mon avis, que le résultat final. Et je crois que nous avons connu une démarche vraiment favorable
et j'étais très fière des recommandations qui en ont découlé. Alors, où en sommes-nous avec ces recommandations aujourd'hui? Le 28 juin de cette année, les recommandations ont été émises par le jury. Mon bureau a écrit aux parties prenantes à qui on a demandé de mettre en œuvre les recommandations, comme on le fait dans toutes les enquêtes du coroner. On leur a demandé de nous répondre quant à comment ils allaient mettre en œuvre les recommandations. On leur donne 6 mois, puis évidemment, le temps passe et on exige une réponse d'ici 6 mois. Alors, si on ne reçoit pas de réponse, là, on fait un suivi. Et pour être honnête, il arrive des cas où certaines parties qui doivent mettre en œuvre des recommandations demandent un prolongement. Mais depuis 5 ou 6 ans, nous demandons des réponses plus substantielles à nos recommandations plutôt que simplement des réponses symboliques qui n'expliquent pas exactement quelle est la mise en œuvre, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et nous estimons que la réponse doit être complète et c'est notre rôle cependant, ce n'est pas de forcer la mise en œuvre. Il n'y a pas d'obligation juridique de répondre. Nous ne pouvons obliger les parties à le faire. Cependant, nous faisons des efforts dans la collectivité pour pousser les recommandations comme on le fait maintenant lors de ce webinaire, mais nous affichons aussi toutes les réponses et toutes les recommandations sur les sites de Quick Law et Westlaw. Et ça, c'est un développement récent, au cours des 4 ou 5 dernières années, à mon avis. Ça met plus de pression de redevabilité sur les parties parce que maintenant, ce n'est plus seulement une lettre qu'on ne lit pas souvent, mais c'est aussi donc une question d'affichage public sur ces sites où l'on voit qui répond, qui ne répond pas et qui fait quoi. Ce n'est pas parfait, mais c'est une étape. Et Pamela nous a demandé de parler un peu des répercussions de l'enquête sur nous. Je vous dirais que pour moi, ça m'a touchée profondément. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai travaillé toujours pour cette cause. J'ai une maman féministe qui m'a beaucoup influencée, mais lorsqu'on ne travaille pas vraiment profondément là-dedans, on ne comprend pas vraiment. Tous les jours, lors de l'enquête, on parlait avec des gens de première ligne, le personnel et les intervenantes et ceux qui aussi auraient pu vivre de la violence conjugale. Ça a été en fait, ça m'a vraiment bouleversée et ça m'a forcé en fait de veiller à faire un aussi bon travail que possible dans cette affaire pour veiller à ce que le résultat soit favorable à des changements. Alors, bon, ça me rend assez émotif, mais je vous dirais que c'était extrêmement important pour moi et ça m'a beaucoup influencé. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura davantage de travail de ce type lors de ce genre d'affaires. Il ne faut pas attendre encore 20 ans pour agir suite à un tel cas. Voilà, j'espère qu'on pourra continuer ce travail. À vous la parole, Pam. Merci, merci, Prabhu. C'est un monde assez étrange où l'on vit, où l'on se dit, on espère qu'il y aura davantage d'enquêtes lors de féminicides. Oui, nous savons ce que vous voulez dire. Nous ne voulons pas de féminicide, mais s'il y en a, vous avez tout à fait raison, il faut agir par des enquêtes du coroner pour apprendre davantage et continuer à demander des changements au niveau systémique. Et Pam, en titre de président du comité, on en voit tant
chaque année. Et je vous dis que c'est ce qu'on souhaite, mais hélas, ça ne se produit pas en ce moment. Erin, on se connaît depuis longtemps. Le comté de Lanark est depuis longtemps un lieu d'activisme féministe, donc anti-violence. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail dans le passé et de ce que vous avez fait cet automne pour soutenir les recommandations de l'enquête? Absolument. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être ici, de votre intérêt. C'est un honneur pour moi de faire partie du panel. Comme Pam l'a indiqué, je me trouve dans le comté rural de Lanark. Nous sommes les voisins à l'est du comté de Renfrew. Je vais prendre un peu de recul historiquement pour vous laisser savoir qu'en septembre 2015, lorsque ce triple féminicide a eu lieu, nous avons immédiatement contacté nos voisins pour leur offrir du soutien et leur proposer toutes les ressources dont nous disposions. Au cours d'une période de 7 mois, par la suite, Lennox et Annington, Lanark County et le comté de Renfrew ont vécu 7 meurtres, dont 2 meurtres-suicides. C'est ce qu'on a dit. Suite à ces tragédies, donc dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario, nous, en tant que leaders et défenseurs, en plus de nous soutenir mutuellement, nous avons commencé à organiser une réponse. Nous voulions nous réunir pour faire quelque chose. En 2016, nous avons demandé des fonds par le biais d'une série de conversations avec le ministère des Services à l'enfance, services sociaux. Nous avons obtenu des fonds pour organiser 4 forums communautaires. Ces forums ont eu lieu, un dans chaque ville de Renfrew, Lennox et Annington et le comté de Lanark, et un 4e forum comme événement culminant pour tous ces comtés. Les forums ont étaient vraiment très intéressants et organisés de manière unique. Nous avons maintenu un ordre du jour cohérent pour tous les forums, une liste d'invités cohérente. Ce n'était pas exclusif. Nous avons inclus des gens de toutes sortes de dénominations religieuses, des partenaires, des communautaires, des membres de la famille, des gens qui travaillent, des intervenantes, des gens de première ligne, des gens qui avaient vécu donc ces violences, qui étaient affectés par ces violences également. Nous avions une facilitatrice pour chacun de ces forums et les gens qui nous soutenaient étaient les mêmes pendant tous les forums. Et comme Prabhu en l'a évoqué, c'était dans les communautés, ces forums. Nous avons entendu parler de nombreuses similitudes et quelques particularités. Nous avons fait le point pour répondre de manière créative aux nombreux obstacles ruraux. Nous avons créé une campagne appelée See It, Name It, Change It, le voir, le nommer, le changer. Ça a été lancé dans 3 communautés, Lennox Randall, Lennox et Lanark et Lanark County. Nous avons de la formation, des panneaux d'affichage et des ressources. Et nous voulons donc mettre de l'avant la notion que si on voit de la violence, nous devons en parler et nous pouvons changer les choses. J'ai eu donc l'honneur d'appuyer mes collègues lors de ce procès et de la détermination de la peine et de maintenir l'engagement avec mes collègues partout dans les communautés rurales, donc touchées. Suite à ces relations, j'ai été donc nommée pour faire partie du groupe de travail sur l'enquête du comté de Renfrew. J'ai vécu une expérience vraiment habilitante et j'étais aussi dans une position d'offrir des témoignages lors de l'enquête et informer les membres du jury quant à ce qui doit se passer, quelle doit être notre réponse et pouvoir présenter cela par l'optique d'une communauté rurale qui a été touchée par ces féminicides. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été une des responsabilités les plus importantes que j'ai vécues dans ma carrière de plusieurs décennies. Et j'ai eu donc l'occasion de laisser à ce jury savoir ce qui devait être fait, comment ça pouvait être fait. Une occasion de dire la vérité, d'honorer la vie des femmes et de parler de manière intentionnée quant à ce qui doit être fait. Depuis l'enquête, nos efforts
n'ont pas diminué aucunement dans nos communautés. Même au contraire, nous avons continué avec la mise en œuvre d'un réseau de soutien très vaste pour pousser la mise en œuvre des recommandations. Nous avons rencontré notre comité coordonnateur, le comité de bien-être et de sécurité du comté de Lennox. Nous avons représenté 2 fois les représentants du ministère des Services à l'enfance, donc sociaux, et nous avons rencontré la radio, les médias de la région pour bien encadrer la conversation quant à l'enquête et les recommandations. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Ottawa City News a mené 16 semaines, chaque semaine, 6 semaines plutôt, une série de 6 semaines, 30 minutes chacune de programmes axés sur les recommandations de l'enquête. On nous a donné le pouvoir de choisir qui allait nous représenter lors de ces émissions de radio particulières et ce dont on allait discuter. C'était vraiment habilitant. Puis, nous avons aussi eu le bonheur dans notre communauté rurale de travailler avec Lake 88, c'est une station de radio, qui s'est engagée à 86 semaines de reportage une fois par semaine pour mettre l'accent sur une des recommandations de l'enquête. Ça a été lancé le 15 septembre 2022. Chaque semaine, on évoque une recommandation et on interview l'une d'entre nous pour parler de la signification de cette recommandation et ce que la communauté doit faire pour aller de l'avant. Nous avons rencontré Big Thing Bigger Wave, UNICEF, et nous organisons un panel dans notre communauté le 9 décembre pour les 16 semaines d'activisme afin de faire bouger les choses. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de conversations, beaucoup d'efforts suite à cette enquête centrée sur le public, vraiment. Et je vous dirais qu'une des choses qui nous préoccupe, c'est l'élément financier. Lorsque l'on donc approuve ces recommandations, je suis heureuse de vous dire que le ministère des Services à l'enfance sociaux et communautaires a rencontré, donc le groupe nous a donné 20 000 $ pour faire avancer les recommandations dans les communautés. Cela, à mon avis et à ma compréhension, c'est le premier mouvement véritable qui a eu lieu par une entité gouvernementale envers un organisme pour répondre et pour reconnaître la signification et l'importance de faire avancer ces recommandations. Le 20 000 $ sera utilisé entre Leonard County et Renfrew County pour travailler au développement d'outils, aux éléments clés pour faire progresser les choses. Alors, comment est-ce que cette enquête m'a touchée à moi? Ça, c'est une question très intéressante. Ça m'a touchée profondément. Ce que j'ajouterais, c'est que ça m'a unifiée. Ça m'a unifiée avec mes collègues, avec les communautés voisinantes, mes collègues que j'ai connus beaucoup mieux et ça m'a réunie donc avec ma communauté. Ça m'a donné le pouvoir d'utiliser ma voix et de prendre mes responsabilités afin d'honorer ceux qui sont les parties prenantes et de renouveler mon engagement ainsi que mon organisme et nous avons eu l'appui de Women United à cet égard. Ça a été puissant, ça a été émotionnel la dernière soirée de Take Back the Night. À cet effet, il s'agit d'avoir le pouvoir dans les communautés rurales pour être créatives, locales et de travailler l'une avec l'autre. Je suis vraiment reconnaissante de l'occasion de travailler avec vous aujourd'hui et d'en parler et du travail que nous faisons dans nos communautés rurales. Merci beaucoup, Erin. Merci. Je veux revenir brièvement à vos commentaires sur le travail que vous avez fait avec les médias depuis l'enquête. Souvent, on pense qu'il faut attendre que les médias nous contactent, mais vous avez été proactive, vous vous êtes tourné vers les médias avec de très bons résultats. Et je dis cela pour
tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici, vous n'avez pas à attendre que les médias vous contactent. Nous pouvons nous tourner vers les médias, les journaux, les radios, pour dire on a un scoop pour vous. Et dans votre cas, c'est ce que vous avez fait. Et il y a une réponse absolument fantastique. Et je crois qu'il faut tous et toutes en tirer un espoir et se tourner vers les médias aussi. J'apprécie Pamela et je sais que Torstar et les médias ont des ont des comités consultatifs. Et moi, je travaille justement sur un de ces comités consultatifs et ça nous permet de décider ce que on veut ce que l'on veut publiciser, ce qu'on veut mettre de l'avant. Et j'encouragerais donc tout le monde à continuer à étudier leur approche, à utiliser cette approche pour les médias, parce que Lake 88 a bien reconnu que lorsqu'ils se sont engagés à faire une recommandations par semaine. Est-ce qu'ils se sont vraiment rendus compte que c'était 86 semaines de reportage? Je crois pas qu'ils avaient compris la signification de cela. Et c'est plus d'1 an de reportage hebdomadaire. Et je l'ai célébré, je l'ai reconnu, j'en ai fait la promotion parce que c'est du travail communautaire, une station de radio communautaire. Je travaille avec Bob Perrault et nous coordonnons les entrevues de manière continue ensemble. Il est engagé. Absolument. Il n'a jamais été question de s'arrêter. Il a dit, pourtant, c'est un parcours de longue haleine. J'ai dit oui, c'est un parcours de longue haleine, en effet. Pensez-y à ce parcours de longue haleine. 86 semaines pour donc étudier 45 ans. Donc, pour résumer, 45 ans de travail anti-violence. Alors, il s'agit d'être passionné, d'être créatif et de laisser savoir comment ça fonctionne pour vous, pour les stations de radio, comment ça va attirer donc l'attention. Et nous avons l'occasion d'encadrer cela. On devrait prendre cette occasion à tout coup. Peut-être que si nos stratégies connaissent du succès, on n'aura pas besoin de durer 86 semaines. Bon, très bien. On va passer la parole à Kirsten quelque temps. Kirsten, dans votre vie antérieure, on va dire ça comme ça, vous avez travaillé au sein du cabinet du Premier ministre et tandis que vous y étiez, vous avez développé une compréhension vraiment affûtée des types d'interventions qui sont les plus efficaces. Alors, parlez-nous un peu de cela, s'il vous plaît, en 10 minutes, bien entendu. Merci, Pam. Je vais faire de mon mieux. Oui. Alors, j'aimerais débuter par partager avec vous un peu de quoi il s'agit avec mon rôle à l'enquête. Et ensuite, je porterai mon autre chapeau, le chapeau d'avocate au chapeau de stratège. Quoique, pour vous dire franchement, j'ai porté probablement mes deux chapeaux tout au long de la durée. On va dire que ce sont des compétences complémentaires. J'aimerais commencer par dire que tout d'abord, Eva, Renfrew County, je sais qu'il y en a qui les connaissez, and Violence Against Women. Donc, ça, vous le connaissez, ce groupe, et c'était tout un honneur de les accompagner tout au long du processus. Alors, au nom de moi-même, mon collègue Val Anderson, qui a également travaillé à titre d'avocat, ça a été tout un honneur de partager au moins quelque chose avec vous de ce point de vue-là. Et puis, nous espérons avoir encouragé et inspiré d'autres membres de l'auditoire aujourd'hui pour vraiment s'approprier cette cause et de pousser pour aller de l'avant avec la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, le rôle d'un avocat en est un intéressant. Souvent, nous sommes impliqués afin d'aider des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience avec tout ce qui est procédure juridique et de canaliser leur expertise dans une procédure toute particulière avec ses propres règles et sa propre structure. Et franchement, ça peut être très, très intimidant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine légal ou juridique. Et je sais que les clients, comme ceux dans Renfrew County, ont peut-être vécu quelque chose du côté du droit familial, etc., leur rôle de soutien, mais d'un seul coup, d'être le sujet d'une procédure et puis toute cette expertise qu'ils ont développée au fil des ans qui sert de base, au moins en partie, pour des fins de recommandation qui pourraient sortir d'un processus d'une enquête comme la nôtre, était vraiment très intéressant. Donc, une partie de mon rôle
était d'encourager mon client de comprendre la valeur extraordinaire de leur preuve. Vous avez entendu Aaron, qui est une des témoins, et Pam, euh, qui ont partagé ce qu'elles et probablement plusieurs d'entre vous font au quotidien. Et peut-être parce que vous faites ce genre de travail, vous ne comprenez pas nécessairement que ce ne sont pas des choses que tout le monde sait, que tout le monde connaisse. Voilà. Ce que vous connaissez de façon intuitive, les autres ne sont peut-être pas au courant. Et je pense que mes clients ont eu cette expérience de voir leur témoignage et le témoignage d'autres atterrir auprès du jury, si on veut. Plusieurs étaient directement derrière les membres du jury dans la salle où se tenait l'enquête et ont eu cette expérience de regarder, d'observer le jury, les membres du jury plutôt, observer l'enquête. Et grâce à cette perspective tout à fait unique et incroyable, il a été possible de convertir certains membres de la communauté en faveur de la cause que plusieurs d'entre vous et certainement clients euh, euh, donc, trouve très, très important et ont lutté dans ce sens pendant des décennies. Alors, je ne vais pas passer à travers tous les détails ici maintenant, mais je vais vous parler d'un autre élément qui est très important. Prabhu a dit qu'il y aura peut-être davantage d'enquêtes à l'avenir. Alors, je vais en profiter pour faire mon topo. Un autre rôle qui est très important, qui vient lorsque vous cherchez à vous présenter à une enquête, lorsque vous levez la main, vous dites « j'aimerais participer », bon, ce n'est pas un membre de ma famille qui est décédé, mais je pense avoir quelque chose à offrir ou pour utiliser un langage juridique, je pense que j'ai été uniquement et particulièrement affectée par ce qui s'est passé. Voilà, voilà, ça peut toujours vous donner la possibilité d'être présent et de participer. Ce que vous faites lorsque vous avez sauté par-dessus cet obstacle et qu'on vous accorde la possibilité d'être présent, c'est de façonner, si on veut, une partie de l'enquête. Comme Prabhu l'a dit, ce processus commence très tôt. Parfois bien des années avant que l'enquête n'ait lieu. Façonner et déterminer la portée de l'enquête. Alors, une partie de mon rôle, c'était de profiter des rôles et de l'expertise de mes clients et d'aider le bureau des coronaires, de mon point de vue, à former un processus qui allait vraiment aborder les questions de base, la racine, la cause, les questions qu'on a posées au début. À quoi devrait ressembler une enquête? Bon, c'est peut-être pas nécessairement très mystérieux dans ce cas-ci. C'est pas qu'on ne savait pas qui était mort ou comment ils sont morts. Ça, on l'avait compris, on le savait. Mais la véritable histoire de ce qui s'est passé dans ce cas-là n'a pas commencé le matin. Tout cela a commencé il y a des décennies auparavant avec des occasions ratées et des femmes et des incidents d'abus qui sont tombés dans les failles et nous savons tous que ça existe dans le système que nous avons aujourd'hui. Alors, pour vraiment bien répondre à la question comment prévenir tout cela, ou comme l'a dit Prabhu, que devons-nous apprendre de tout cela? Nous savions qu'il fallait ratisser beaucoup plus large, n'est-ce pas, que de simplement s'attarder sur ce qui s'est passé ce jour-là précisément. Donc, cela fait partie de comment, je pense, l'entente de comment nous allions procéder avec l'enquête a vu le jour et il y a d'autres gens qui ont participé du bureau des coronaires à qui revient le mérite parce qu'évidemment, l'histoire ne débute pas le matin même ou le jour d'avant. Il faut vraiment reculer des décennies avant. Évidemment, on n'a pas pu parler de ces décennies dans le détail avec l'enquête, mais il y a des facteurs de risque qui existaient, qui étaient en train de voir le jour. Il y a des occasions ratées et dont on aurait pu se saisir et qui étaient là vraiment directement devant nous avant que ces fémicides n'aient lieu. Et tout cela, évidemment, est un aspect critique par rapport au travail que nous avions à faire par rapport au rapport de Renfrew County. Alors, revenons à la question à laquelle on m'a demandé de répondre. Je change de chapeau, je passe d'avocate à stratège. À quoi cela ressemble-t-il d'élaborer une stratégie efficace en termes d'intervention? Et j'aimerais revenir à quelque chose que j'ai dit au début. J'aimerais encourager toutes ces personnes qui nous écoutent de mieux comprendre la valeur incroyable que représente votre expérience dans la foulée de votre expérience en intervention. Vous connaissez le travail que vous faites au quotidien et ça vous semble évident, mais ces perspectives ne sont pas partagées par les gens qui n'ont pas le même travail que vous.
Donc, vous êtes une ressource précieuse pour ceux qui déterminent les politiques, pour les médias, pour d'autres, pour ce qui est de comprendre les problèmes auxquels nous faisons face. Parce que je ne pense pas que ce soit une situation où les gens disent non, non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je pense que ce que nous savons, c'est que vous avez cette expérience précieuse et de baser vos interventions sur cette expérience et de bien comprendre les clients également, c'est très important quant à l'efficacité de la nature de vos interventions. Vous êtes les experts de votre propre histoire et vous pouvez puiser à même cette expérience. Vous êtes qualifiés pour être les défenseurs, autrement dit. Autre chose que je voulais dire du côté de la stratégie en la défense, c'est que les stratégies tiennent. C'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Les gens comprennent et sont interpellés par les histoires qui concernent les êtres humains. Ce ne sera pas toujours le cas où vous avez un client qui peut raconter son histoire dans une réunion avec un leader politique ou devant les médias, mais vous pouvez agir en leur nom et vous pouvez raconter leur histoire. Et ce récit est quelque chose de très important pour ce qui est de tout ce qui est défense. Engagé sur le plan local plutôt, mais aller ratisser plus large. Alors, agissez avec vos parlements et les médias locaux quand c'est possible de tisser des liens avec ministre de cabinet, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous représente au sein de la communauté et le travail que vous faites, vos perspectives, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'organisation, c'est leur travail. Vous les aidez, eux, en leur parlant de votre perspective, du travail que vous faites et de l'importance de tous ces enjeux. Et dernièrement, je terminerai en dirait, écoutez, je pense qu'il est également important de comprendre que tout a une nature politique, finalement. Qu'il s'agisse d'une installation artistique, une occasion avec les médias, comme Erin l'a décrit, qu'il s'agisse de la recherche qui a lieu dans votre centre universitaire ou que vous avez fait au nom de votre organisation. Il s'agit de gestes fondamentalement politiques qui représentent des occasions pour vous de prêcher en la faveur de la mise en œuvre de ces recommandations comme celles dont nous sommes saisis. Donc, d'avoir ce regard, d'avoir cette lentille, d'encourager les médias à faire le lien au travail ou avec le travail qui est là devant nous et qui attend une réaction de la part de nos leaders politiques est primordial. Et vous avez le droit de tisser ces liens. On vous encourage de le faire. Alors, je pense que j'ai écoulé tout mon temps. Je vais terminer là, mais probablement qu'il y a d'autres commentaires que je vais vouloir formuler plus tard, à la fin de la discussion. Alors, avant que vous vous mettiez en sourdine, si vous me permettez, j'aimerais revenir à quelque chose que vous avez dit au début de vos commentaires, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, c'est important, et d'être dans la salle où se trouvait le jury tous les jours durant l'enquête, comme c'était votre cas aussi, bien entendu. J'ai été frappée par la fréquence à laquelle les membres du jury étaient très évidemment touchés, émus par ce qu'ils ont entendu. Et durant les conversations que j'ai pu avoir avec ces gens après, j'en ai entendu dire 2 ou 3 qui ont dit: «J'avais vraiment aucune idée. J'avais un peu entendu dire certaines choses, mais pas à ce point» et ça revient à votre commentaire. Comme quoi il est très important pour ceux parmi nous qui ont vécu des expériences de violence conjugale, qui font du travail sur la ligne de front, peu importe notre niveau d'engagement dans le domaine, de comprendre que nous sommes des experts en la matière. Nous n'avons pas besoin de venir de la ville de Toronto. On n'a pas besoin d'avoir toutes sortes de lettres de désignation après notre nom, là, des titres, etc. Bon, je sais que c'est votre cas, mais nous possédons l'expertise qui est très importante. Et ce sont ces histoires qui ont aidé le jury à comprendre ce qui s'était en fait passé dans la communauté. Et ça n'aurait pas été le cas si c'était des gens qui rédigeaient des rapports sophistiqués, entre guillemets. N'êtes-vous pas d'accord avec cela? Oui, tout à fait. Même comme vous l'avez dit, on pouvait voir les membres du jury vivre la vérité en temps direct, ce qui leur était euh, expliqué, raconté. Et je sais que c'est vrai parce que j'ai eu l'occasion d'en apprendre plus sur comment on peut persuader des personnes avec mes 2 chapeaux, mes chapeaux d'avocate et de stratège. Et je sais que la chimie de notre cerveau réagit à des histoires entre êtres humains, ça c'est vrai, mais quand on le voit se dérouler devant nous, c'est quelque chose. Et encore une fois, comme Prabhu l'a dit, on parle de personnes qui sont des membres de la communauté, mais qui n'ont pas d'antécédents précis dans ce domaine. Et en fait, lorsqu'on choisit le jury, les membres du jury, n'est-ce pas? On
on choisit des gens qui n'ont pas un intérêt particulier. L'idée est qu'ils soient objectifs, qu'ils écoutent avec des oreilles fraîches, si on veut. Et c'est la complexité, n'est-ce pas, inhérente à ce travail, comme vous le comprenez. C'est pas que la personne l'entend pour la première fois, c'est pas qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant qu'il y ait effectivement un problème, mais d'entendre avec une écoute qui est autre, avec une sensibilité plus grande, parce que là, ils ont un rôle de prise de décision. Donc, ils écoutent différemment, l'angle est différent et on fait appel à eux pour agir, pour faire quelque chose. Alors, évidemment, c'est une partie très importante de savoir comment parler à cet auditoire. Et je dirais que ces mêmes outils sont très utiles lorsqu'on parle de tout ce qui est militantisme politique. Peu importe le parti qu'il représente, qu'il soit au gouvernement ou pas, ce que je dirais, malgré tout le cynisme qui existe, n'est-ce pas, que c'est au sein de ce pays, au sein de cette province, la plupart des gens qui sont en fonction le font parce qu'ils sont passionnés et ils veulent améliorer le sort de la communauté. Et vous détenez les clés pour les aider à y arriver. Et cela transcende tout, tout ce que veut quel parti politique que ce soit. Vous avez donc l'occasion de les aider à agir en la défense de leur communauté et aider à améliorer la vie des gens. Et c'est pour ça qu'ils sont là, ces gens. Super. Merci beaucoup, Kirsten. Je vais partager quelques pensées avec vous tous avant que nous quatre ayons une discussion des thèmes qui ont été soulevés dans les recommandations. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, j'étais présente à l'enquête tous les jours. J'ai trouvé toutes sortes de choses. C'était un honneur, c'était un privilège, certes. C'était aussi difficile du point de vue émotif. Les avocats ne sont pas censés entamer tout ce qui est émotif, mais c'est difficile, surtout quand on a à cœur ce qu'on fait. J'ai joué toutes sortes de rôles durant cette enquête. J'étais un témoin expert sur cette violence conjugale. J'ai soumis un rapport sur ce sujet. Ça fait partie, c'est sur la consigne. Et si vous voulez avoir davantage d'antécédents sur le contenu de l'enquête, il y a une partie de ce matériel qui est affichée sur le site. Et je pense que c'est aussi disponible grâce au bureau du coroner, mais Pabou va pouvoir me corriger si je ne m'abuse, mais je pense que c'est effectivement le cas. Et j'étais très heureuse de jouer ce rôle, de réfléchir et de vraiment me pencher sur l'histoire, pas que sur la violence conjugale en Ontario, mais tout le travail extraordinaire qui a été fait par les militantes et qui tentent de changer les choses et de réduire l'ampleur de la violence. Mais je pense que c'était un encore plus grand honneur de porter l'autre chapeau que j'ai porté, de passer le temps au sein de ma communauté où je passais du temps depuis 2010 d'œuvrer au sein de plusieurs organisations sur les femmes. Mais après les meurtres, j'ai encore passé davantage de temps. Eva, le client de Kristen, a demandé d'organiser des consultations pour entendre des personnes ordinaires, des gens qui ne travaillent pas pour une organisation de violence contre les femmes, etc. Mais des gens qui y vivaient comme ça au quotidien, de les écouter, d'entendre parler de l'impact de ces meurtres sur ces personnes et quelles étaient certaines de leurs idées pour améliorer les choses et faire en sorte à ce que cela ne se reproduise plus. Ça a été très, très puissant. Et j'ai rédigé un rapport qui a été soumis à l'enquête et qui est devenu une partie des preuves dont il fallait tenir compte lors de la rédaction des recommandations. Tout ce processus, y compris l'enquête, comme c'est le cas pour les collègues ici cet après-midi, tout ce processus a eu une incidence incroyable sur moi et sur ma vie. Je fais ce travail depuis fort longtemps. J'ai fait beaucoup de travail qui a été très, très important pour moi, pour moi-même. Mais cette fois-ci, je pense franchement, ça a été le moment le plus important, le plus significatif. Erin, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit le travail le plus responsabilisant. C'était vraiment très complet. Et pour ce qui est des engagements de fonds, c'était vraiment formidable. Et j'écoutais, et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, toute cette expérience, je vais la porter en moi tout le long de ma vie. Ce qui est très enthousiasmant pour moi en tant que militante et en tant que défenderesse, c'est de voir comment ce mouvement de violence contre les femmes et d'autres ont vraiment adhéré à ces recommandations et ont pris la responsabilité de poser des gestes pour appuyer la recommandation. Alors, ce que je vais faire pour les quelques minutes qui suivent, c'est de partager avec vous un peu ce qui se passe déjà au niveau communautaire, provincial et même sur le plan national.
Pour les 16 journées de militantisme pour mettre fin à la violence contre les femmes, nous avons élaboré, et là on parle d'un effort vraiment, réellement collaboratif, des refuges dans les régions nord-ouest et nord-est et Luke's Place. Nous avons développé de l'infographie sur des recommandations clés dont peuvent se servir les organisations dans les médias sociaux ou d'autres événements que vous avez peut-être prévus pendant ce temps-là. Vous pouvez trouver tout cela dans la boîte à outils dont je vais vous parler très bientôt, que Luke's Place a créé pour soutenir tout au long de cette enquête. Et cette infographie est disponible en anglais comme en français. Luke's Place a élaboré donc cette trousse d'outils pour des organisations et pour des individus qui veulent jouer un rôle, mais qui n'ont pas le temps ou les ressources nécessaires, ni même l'expertise pour tout déterminer d'eux-mêmes. On ajoute des choses toutes les semaines. En ce moment, cette trousse d'outils comprend toutes sortes de gabarits de lettres à des politiciens et d'autres preneurs de décisions. Et il y a d'autres éléments. Si vous voulez écrire quelque chose en particulier, mais vous ne l'avez jamais fait, ça vous fait peur, vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous inspirer de ce qui est affiché là. Vous pouvez le personnaliser pour refléter votre vie et l'expérience de votre communauté ou votre organisation. Nous avons également des informations pour des individus qui veulent s'impliquer. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une organisation, vous pouvez être un particulier et agir au niveau municipal, provincial, etc. Alors, lukesplace.ca, c'est là que vous pouvez trouver tout ça et on y ajoute des choses sur une base régulière. Alors, Building a Bigger Wave, peut-être vous connaissez cette organisation, une entité provinciale qui coordonne en gros le travail que nous faisons tous. Bon, ça fait beaucoup de coordination. Donc, Building a Bigger Wave a vraiment joué un rôle déterminant et coordonne donc, en gros, le travail que nous faisons tous afin d'éviter les doublons et les lacunes. Et grâce à une fiche de rapport qui est élaborée par la clinique Barbara Schleicher à Toronto, Building a Bigger Wave suit les réponses de chaque recommandation du gouvernement et d'autres preneurs de décision ou d'autres acteurs. Et c'est quand même très important parce que les recommandations finales des 86, c'est que les parties prenantes vont se retrouver un an à la suite du verdict pour voir un peu quelle progression a eu lieu. Donc, probablement qu'on va pouvoir y revenir lors de nos discussions. Les CCVCF partout au sein de la province se réunissent pour discuter de la façon dont ils peuvent travailler en collaboration sur le plan communautaire pour mieux protéger la sécurité des survivantes et de leurs familles en s'inspirant de certaines des recommandations. Tout particulièrement, ces comités de coordination cherchent des recommandations qui portent sur comment l'information peut être partagée. Il y en a plusieurs qui se penchent sur ces questions de perspectives différentes, mais aussi de maintenir des niveaux de confidentialité exigés parce qu'évidemment, il y a la question des équipes à risque élevé, etc. Mais bon, également, la faciliter la collaboration sur le plan de la collectivité. C'est un portrait rapide. Il y en a beaucoup des choses qui se passent. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses et j'espère que lorsque nous en arriverons à la discussion ou même durant la période de questions-réponses, certains parmi vous vont peut-être afficher ce qu'ils ou elles font dans leur communauté. Parce que la seule façon de savoir ce qui se passe, c'est si vous nous le dites. Il n'y a pas de comité central de coordination là, qui joue ce rôle. On essaie d'aller attraper tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Alors, sur ce que nous aimerions faire maintenant, c'est de profiter des 30-35 minutes, tous les quatre, là, de parler de certains des thèmes qui ont été soulevés par les recommandations. Ceux qui ont l'occasion de se pencher sur ces recommandations auront compris qu'il y a une organisation thématique. Ce n'est pas toujours le cas durant les enquêtes. Souvent, les recommandations sont organisées par les partis qui sont responsables de les présenter, peut-être qui viennent d'un ministère ou viennent d'ailleurs. Donc, c'est la source d'origine. Mais ici, le tout a été organisé de façon thématique. Et comme je l'ai dit au tout début, cet après-midi, manifestement, nous ne pourrons pas aborder toutes les recommandations. Mais prenez le temps de les lire si ce n'est pas déjà fait. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est de parler des thèmes, ou en tout cas certains des thèmes. Et ensuite, on va ouvrir la parole. Et je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires et de questions dans notre fonction questions-réponses, donc on veut accorder le temps nécessaire à cet effet. Erin, je vais vous demander de nous lancer en affaires et de nous parler de certains des thèmes et des recommandations qui vous ont parlé et le travail que vous faites dans votre communauté rurale. Super, merci beaucoup.
Bon, il y en a plusieurs de ces recommandations dont j'aimerais parler. Une en particulier porte sur l'engagement alentour des survivantes. Je pense qu'il est vraiment essentiel pour nous de considérer le rôle des survivantes ou bien que ce soit une victime, une, donc, une militante qui se sert de sa voix. Et je ne pense pas que ce soit si difficile à faire. Si on change un peu le contexte et on réfléchit à la quantité de survivantes et qui existent au sein de notre communauté, qui ont identifié l'acte violent ou qui vivent encore dans cette situation violente, ou est-ce que, euh, bon, elles ont une expérience vécue. Et lorsque il y a un endroit suffisamment sécuritaire pour elles, de vraiment entourer cette personne militante, survivante, je pense qu'il est très important d'écouter la voix des experts. Donc, ces personnes qui travaillent sur le plan local, sur ces questions de violence conjugale, mais aussi les survivantes et comment les survivantes doivent avoir une voix. Dans une communauté rurale, tellement de personnes connaissent tellement d'autres personnes et il est important donc pour nous de trouver cette voie et d'accorder l'espace nécessaire pour celles qui sont en mesure de trouver le courage et de naviguer de façon sécuritaire dans cet espace et d'en parler. Ça, c'est certainement une des recommandations ou un des thèmes, je veux dire, qui figure dans les recommandations qui est vraiment très important pour nous dans une zone géographique où le transport, l'isolation, etc., tout cela existe par couche. Euh, Alors, d'écrire notre histoire, c'est quelque chose que l'on va faire plus tard au sein de notre communauté et on demande aux gens de la communauté de rencontrer plusieurs auteurs et de participer à l'écriture de la rédaction de notre histoire. Kirsten l'a dit que c'était important, mais c'est très validant aussi pour ce qui est du processus de guérison. C'est quelque chose que nous allons faire. Donc, à partir, je le répète, du 30 novembre, pour donner un exutoire, Pam, à ceux qui ne savent pas nécessairement comment écrire ou quoi dire, comme vous l'avez dit avec votre trousse à outils. Alors, ces éléments vont nous lancer en affaires. Je pense que c'est très important. Merci, Aaron. Kirsten ou Prabhu, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter par rapport à ce que Aaron vient de dire? Ou est-ce que vous voulez parler de vos thèmes préférés ou vos recommandations préférées? Bon, si vous me permettez, un des points dont je voulais parler, et je pense qu'il est important de souligner, je pense que l'enquête est l'exemple parfait de tout cela, c'est-à-dire ce besoin d'experts de première ligne, fournisseurs de services avec une expérience directe et ces militants, militantes qui connaissent tout ça devaient être activement impliqués pour ce qui est d'aider sur le plan du processus et l'élaboration de politiques. Je vais être honnête, là, je vais être crue. La recommandation qui n'a pas été mise en œuvre encore et qui me choque le plus, c'est la recommandation de former un comité de mise en œuvre qui rassemblerait les décideurs politiques à table avec ces experts de première ligne. Ceux parmi vous, de vos comités, pas tout le monde, mais ceux qui sont capables de représenter ces perspectives à la table afin de s'assurer que la mise en œuvre de ces recommandations se fasse de telle sorte à ce que ce soit éclairé par des gens qui ont une expérience vécue à l'accès à ces services. Parce que ce qui est devenu de plus en plus clair durant l'enquête, c'est qu'avec la meilleure intention du monde, ceux qui élaborent les politiques n'ont pas la perspective nécessaire pour savoir à quoi vont ressembler ces politiques dans les faits et la façon dont ces politiques, en fait, échouent, disons-le. On va appeler un chat un chat. Nous avons entendu certaines preuves vraiment ahurissantes de certains échecs. Et les seules personnes qui n'étaient pas choquées étaient les fournisseurs de services et qui le voient au quotidien. Mais les décideurs politiques et les membres de la communauté, les médias, pardon, étaient horrifiés de ces écueils. Alors que vous, qui faites ce travail et qui connaissez ce travail, vous comprenez tout cela de façon intuitive. Alors, le fait
qu'on en arrive presque à 6 mois après le début de l'enquête, on en a quelques semaines de cela, eh bien, en tant que je chasse, avec le bémol du point de Erin sur le financement, que sa communauté et son organisation ont pu recevoir, ce qui était extraordinaire, mais qui est quand même relativement modeste par rapport à la portée des recommandations. Alors, à cette exception près, je ne suis pas au courant d'autres réactions concrètes de la part de la province. En tout cas, rien de direct pour ce qui est de la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, dans un sens, c'est facile. Je ne comprends pas pourquoi ça n'était pas quelque chose qui aurait pu se faire avant maintenant. Et je suis très frustrée par rapport à cette question parce que cela me donne, ou en tout cas, ça me laisse préoccuper, comme c'est le cas avec toutes les autres recommandations d'enquête. Ces décideurs de politique vont se retirer à 6501 sur Bay Street, là, une salle de conseil, vont s'asseoir ensemble et vont tenter de décider ce qu'ils peuvent se permettre, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je ne pense pas que c'était l'intention de l'exercice. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on aura une mise en œuvre qui nous donnera l'impact que l'on recherche avec ces recommandations. Alors, ce thème-là, général, d'avoir accès à la sagesse et l'expertise des gens qui font ce travail, que ces personnes soient impliquées tout au long du processus, y compris au moment de la mise en œuvre, peut-être essentiellement au moment de la mise en œuvre, ça devrait faire les manchettes. C'est très important. Et c'est très, très décevant de constater ce silence, n'est-ce pas, jusqu'à présent, pour ce qui est de la réaction des provinces. Prabhu, vous êtes vraiment dans une position un peu plus délicate que nous. Nous, on est de l'extérieur, nous trois, et on peut dire ce qu'on veut, mais vous travaillez pour le bureau du coroner. Certaines recommandations qui étaient vraiment faites à l'égard de votre bureau. Donc, je ne veux pas vous mettre sur la sellette et je ne vais pas vous demander si vous allez les mettre en œuvre ou est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces recommandations et de quelles étaient les intentions générales de ces recommandations. Alors, oui, si vous avez les recommandations devant vous, regardez la 74, la 74 et la 77, qui sont celles qui visent le bureau du coroner. La 4e est intéressante. C'est d'envisager donc d'adopter le féminicide comme l'une des catégories de mode de décès. Je crois que nous étudions cela certainement à l'interne. Je suis dans une position assez délicate parce que j'étais l'avocat et évidemment, je n'ai pas donc contesté ces recommandations. Bien au contraire, je les appuie et je suis le président actuel du comité. Et il s'agissait donc d'améliorer les soutiens et je suis tout à fait d'accord avec cela, d'améliorer le soutien au CEDVF. Et ce comité, en fait, est hébergé par le bureau du coroner depuis les 20 dernières années, le comité d'examen des décès dus à la violence familiale, et on étudie chaque affaire où il y a un décès en violence familiale en Ontario. Et il y en a entre 20 et 25 par année. Ça a été accéléré par la pandémie. C'est absolument phénoménal comme chiffre et comme travail d'ailleurs. Et le bureau du coroner, pour faire du meilleur travail, savait que le travail du CEDVF était important, mais devait être appuyé davantage. Et on a encouragé même le jury à faire des recommandations afin de rehausser le travail du comité et que ce soit davantage transparent, davantage accessible également comme comité. On fait du bon travail, mais on peut en faire du meilleur. Et donc, on voulait avoir accès donc à l'information qui découle de ce comité. Pour une raison ou une autre, ce n'est pas le cas entièrement. Et ça fait 1 an maintenant que j'en suis le président. Et je peux vous dire que en ce moment même, nous avons demandé aux membres de comprendre que nous passons à une nouvelle orientation
quant à la composition du comité, que nous voulons être plus transparents, plus redevables, que nous voulons des gens d'antécédents diversifiés du point de vue ethnique, perspective, géographie. Nous ne voulons pas seulement des universitaires, nous voulons des gens qui traitent de ces enjeux tous les jours. Donc, cette démarche me remplit d'espoir et j'espère d'ici janvier, février pouvoir vous donner donc des informations, des informations qui nous permettront de dire que nous sommes plus accessibles, que nous travaillons mieux, que nous sommes plus transparents. Mais nous avons fait du très bon travail depuis des dizaines d'années, je vous le dis. Et nous avons fait du très bon travail, donc tous ceux qui sont au comité, c'est ce que j'ajouterais. Par ailleurs, je voudrais donner donc un peu d'informations sur la façon dont ces recommandations ont été déterminées. Il est important de reconnaître le travail des clients de Kirsten et du groupe IVA également, qui ont eu beaucoup à dire quant à ces recommandations, ainsi que les familles des victimes. Et de notre côté aussi, nous avons présenté au jury toute une foule de recommandations, 73 recommandations proposées. On a travaillé très dur en tant que groupe, en tant qu'équipe, en fait, pour énoncer des recommandations qui reflétaient les éléments de preuve qu'on a entendus. Et les autres intervenants ont ajouté d'abord la toute première que l'on déclare que la violence conjugale est une épidémie. Le jury a reçu a reçu de l'information, mais ceux qui entouraient, ceux qui étaient là également, qui étaient présents, ont été vraiment étonnés de ce qu'ils entendaient. Ils ont appris énormément et c'est un processus fascinant. Et on a vraiment eu beaucoup d'informations, nous aussi, sur ce que le jury, sur la démarche par laquelle le jury doit passer pour en arriver à ces recommandations, avec un engagement communautaire également, pas seulement avec IVA, mais avec l'ensemble des intervenants donc de la communauté. Merci, Prabhu, merci. Aaron, eh bien, je voulais simplement revenir à ce qu'on a déjà évoqué. Il y a beaucoup de recommandations si on les étudie, et aussi souvent que je le fais, moi, il y a des équipes qui travaillent à examiner les contrevenants à haut risque. Il y a des plans déjà dans les communautés. Il y a déjà plusieurs éléments que ces recommandations reflètent. Il s'agit de voir où ça s'insère et où on peut les mettre en œuvre. Dans une communauté rurale comme la nôtre, il y a 8 différents conseils de leaders politiques à qui on peut parler. Nous pouvons parler au conseil du comté, conseil municipal de comté, et il y en a 86, on pourrait dire. En voici 4 qui s'insèrent bien dans votre plan stratégique, dans votre plan de bien-être et de sécurité de la communauté. Peut-être qu'on n'a pas entendu la province déclarer officiellement que la violence conjugale est une épidémie, mais peut-être que le comté pourrait le faire. C'est ce genre de choses, à mon avis, c'est d'essayer de décortiquer les recommandations pour aller étape par étape, mais en tant que féministe à long terme, ces recommandations ressemblent à un plan de travail et on pourrait se dire à qui peut-on demander de s'occuper de tel et tel. Par exemple, la formation qui prend en compte des traumatismes, beaucoup d'organismes le font. Donc, il faut avoir donc une formation exigée, une formation obligatoire.
ça doit faire partie donc du processus de redevabilité, par exemple, lorsqu'on travaille pour tel et tel organisme. Il y a donc des choses que l'on peut faire ici, utiliser certaines de ces recommandations très précises pour permettre d'aller de l'avant sans se sentir dépassé par les événements. Hier, une femme m'a parlé, m'a dit, elle m'a dit, est-ce que vous croyez que plus c'est plus? Et j'ai dû vraiment réfléchir à cela parce que parfois, plus ça dépasse plus, ça vainc les efforts davantage, ça défait nos efforts davantage. Donc, il ne faut pas recréer ce qui existe déjà et chevaucher nos efforts. Je pense un comité de mise en œuvre n'est pas créé, qu'on n'entende pas parler d'eux le 25 novembre comme étant la journée nationale pour donc l'élimination de la violence conjugale ou le 6 décembre. Je crois qu'on doit unir nos énergies et donc notre passion pour que ça se produise. Oui, je suis d'accord avec vous, Aaron. J'ai lu donc les recommandations peut-être autant de fois que vous. J'ai été frappée par la même chose. Il y a de nombreuses recommandations ici qui peuvent se produire, que la province ou que le bureau du coroner ou que d'autres donc intervenants les mettre en œuvre ou non. Je ne vous dis pas qu'il faut donc ne pas se tourner vers ces entités politiques, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent et qui doivent se passer, qui se passent déjà. J'étais donc à un comité de coordination donc de lutte contre la violence faite aux femmes. Il y avait 140 personnes à cette réunion et on parlait de comment on peut collaborer pour éviter la violence conjugale. On regardait les recommandations. On a travaillé avec une étude de cas fictif et l'énergie dans la salle était incroyable. Il y avait des gens de partout, donc de toutes sortes de secteurs dans la communauté et ils ont été vraiment galvanisés pour trouver des manières donc d'explorer d'agir. Et si on revient vraiment à la base, donc le féminisme, par exemple, de longue date, comme on l'a déjà dit, on peut vraiment y arriver nous-mêmes. Moi, je pensais à cette enquête et j'ai été frappée encore une fois par la passion que, par exemple, l'infographie qui a été faite, dont on vous a parlé à Luke's Place. Bon, 16 jours d'activisme. Pourquoi ne pas avoir une recommandation par jour? Puis quelqu'un d'autre a dit, oui, moi je peux faire l'infographie. Quelqu'un d'autre a dit, moi je peux les écrire. L'autre a dit, je peux traduire ça en français. J'étais dans une autre communauté, encore une fois, pour parler de cette enquête. Et une des femmes a dit, nous avons besoin d'une caravane, une caravane de féministes qui donc arrivent avec des drapeaux et ou des centaines de féministes en septembre prochain célèbrent la première anniversaire de l'apparition de ces recommandations, par exemple, pour agir ensemble. Et on peut faire une autre ronde, un tour de table, mais il y a certaines recommandations qui ne coûtent pas d'argent. Et je veux dire cela parce que l'argent, a toujours donné comme raison pour excuser donc le manque d'action. Et on parlait plutôt donc de la première recommandation de toute cette liste, déclarer officiellement que la violence conjugale est une épidémie, ça ne coûte rien et ça envoie un message. Ça peut être fait tout à fait gratuitement. Et Aaron, ça peut être fait par un bureau de santé régional. Ça n'a pas à venir nécessairement de l'Assemblée nationale. Alors, il y a plein de recommandations ici qui peuvent être réalisées. Et certaines de ces recommandations reviennent donc en arrière à plusieurs années. Et est-ce que
l'un ou l'autre de vous trois souhaite parler de recommandations préférées, de thèmes qui vous passionnent ou des éléments qui peuvent être facilement mis en œuvre, peut-être pour aller de l'avant. Je dirais que pour faire écho à ce que vous venez de dire, l'examen des affaires à risque élevé. Donc, des affaires à risque élevé, c'est là où les stratégies d'aide autonome peuvent vraiment entrer en jeu. Et c'est pas seulement avec le bureau du coroner, mais avec les discussions avec les autres communautés m'a révélé qu'il y a toutes sortes d'approches à ces examens d'affaires au risque qui se produisent. Donc, dans toutes les communautés, c'est différent. Dans chacune des communautés, la dynamique de pouvoir est différente dans chaque communauté, mais ça fonctionne mieux ou moins bien dans différentes communautés à cause de généralement, ceux qui sont autour de la table pour faire ces examens. Mais on peut utiliser ces recommandations à un niveau très local pour être autonome dans l'action. Et ces recommandations demandent un meilleur accès aux fournisseurs de services à ces tables. Il y a souvent des intervenants qui ont énormément d'informations importantes concernant le risque qui n'aura pas passé autour de la table, donc les participants du secteur du système de la justice. Vous avez par exemple de l'information quant au risque imminent, au risque grave, qui pourrait donc passer donc à ces tables. Et c'est une recommandation qui découle de cette enquête. Ça pourrait être un outil dans votre arsenal pour vous créer un espace à ces tables. La meilleure pratique est une table plus vaste. Nous le savons et nous continuons à travailler pour comprendre que la résistance envers cela, concernant le respect de la vie privée, qui a le droit d'avoir accès à cette information, et ainsi de suite, le message que l'on va obtenir, il y a une recommandation qui est dirigée donc à la commission de respect de la vie privée ici, et je crois que ce qui découle de cette démarche. C'est vrai que le respect de la vie privée, c'est absolument critique et la confidentialité, c'est important, mais ça ne peut pas dominer par rapport à la sécurité publique. Si on sait qu'il y a un risque, donc il faut éliminer les obstacles qui nous empêchent d'agir à l'égard de ce risque. Si on a des raisons de croire que le risque est imminent et grave, et on estime ne rien pouvoir faire en raison des questions de vie privée, et j'ai entendu cela très clairement, y compris mes clients lors de l'enquête, mes clientes, que les gens se sentent limitées, incapables de travailler avec l'information dont elles disposent. Et ce qu'on a compris, c'est que dans la mesure où les gens ressentent cela, le système doit changer. L'instinct d'agir est là, l'information est là. Il faut pouvoir avoir un système qui permet de manière appropriée de transmettre ces renseignements de sécurité publique, tout en préservant évidemment la vie privée et la confidentialité, mais afin que ça finisse entre les mains de ceux qui peuvent agir. Il faut utiliser ces recommandations de manière locale pour permettre des conversations avec, par exemple, vos partenaires de la justice ou d'autres qui sont autour de la table. Il y a une question ici, les autres secteurs, les autres fournisseurs de services, comment les engager? Et par exemple, les soins primaires, les hôpitaux, ça pourrait être le système de protection de l'enfance. Il y a ces autres domaines, donc, où il y a des obstacles relativement à la vie privée, alors que vous avez l'information et personne d'autre. Il faut donc qu'autour de la table, il y ait donc une possibilité de communiquer, que les lignes de communication soient ouvertes et qu'il n'y ait pas de mauvaises portes, donc pour faire comprendre le risque qui existe dans la communauté, afin que cette information se retrouve entre les mains de ceux qui peuvent créer des options pour ceux et celles que vous appuyez. Alors, on peut utiliser ces recommandations
pour donc utiliser cela de manière locale. Vous n'avez pas à convaincre d'autres personnes. Vous pouvez convaincre le président autour de la table du conseil donc municipal. Voilà. Merci, Kirsten. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ici, Prabhu? Non, non. Je voulais souligner les recommandations 32 à 39 qui parlent de la prévention pour et relativement aux auteurs de la violence, aux agresseurs. Bon. Nous sommes préparés à cette enquête en traitant certains enjeux, donc, et en veillant à ce que certaines connaissances quant à la violence conjugale soient connues, mais ce qui est devenu clair, c'est, pour moi, c'est l'importance de la prévention qui devenait de plus en plus importante pour moi, donc, au fur et à mesure que le temps passait, et d'essayer donc d'avoir des programmes, plutôt qu'un programme à guichet unique, des programmes qui sont basés sur les besoins. Et aussi, mettre des ressources et des fonds afin d'arrêter donc que la violence conjugale ne se produise, d'empêcher qu'elle ne se produise à la source. Donc, l'éducation, la formation et ainsi de suite, la sensibilisation, je souhaitais souligner cela. Je pense que, aux yeux du jury, ces enjeux sont devenus de plus en plus importants. Donc, et je ne peux pas vraiment ajouter autre chose pour le moment. Erin, j'ai quelques questions que je souhaite vous poser. En tant que directrice générale d'un refuge, et que vous recherchez toujours la stabilité de financement. Donc, il y a plusieurs recommandations concernant le financement, plus précisément, qui me semblent assez valables, qui donc parlent donc du financement plus précis pour les communautés rurales, etc., et de la stabilité de ce financement. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, mais aussi vous poser des questions différentes. Votre agence est une des 50 en Ontario qui offre le programme d'intervention auprès des partenaires violents. Et il faudrait qu'il y ait donc qu'il y ait un tel programme pour appuyer aussi les survivantes de la violence conjugale qui sont prises dans le système de justice criminelle, donc afin d'avoir des soutiens pour les femmes qui se trouvent dans ce système-là également. Je ne sais pas qui est en ligne et donc je ne veux pas trop m'avancer, mais je dirai ce que j'ai à dire de toute manière. Bon. D'abord, les recommandations de financement, à mon avis, bon, j'ai tenu la conversation avec les bailleurs de fonds, le ministère et ainsi de suite. J'ai dit, arrêtez de nous donner des dollars de rehaussement. Par exemple, pour les programmes de soutien, donc dans les tribunaux, il y a 8,25 heures par semaine pour offrir des soutiens dans les tribunaux de la famille, donc partout, dans tous les comtés. Alors, il faut arrêter l'approche du rehaussement. Il faut avoir du financement annuel pour donc traiter la réalité des choses. Nous ne pouvons pas soutenir les familles donc dans le système de droit de la famille et donc penser que ça va suffisamment aider cette famille. On ne peut pas mettre de l'avant une requête d'urgence vendredi après-midi en disant que, par exemple, l'enfant n'est pas retourné chez sa mère ce jour-là sans avoir les moyens de le faire. Alors, la première chose que j'ai dit de notre point de vue, on ne veut plus de dollars donc de rehaussement. Nous avons simplement besoin donc de financement pour nos travaux. Vous les avez trouvés en réponse à la COVID et nous devons avoir ce financement de manière permanente. Je pense que les programmes de soutien de la Cour de la famille sont vraiment précieux et sont
valorisé et nous devons vraiment avoir un financement annualisé. Par ailleurs, un programme semblable dans les tribunaux, donc aux criminels, oui, j'appuie cela. Un programme d'agents de soutien en cours criminel. Je pense qu'il faut revoir la notion de d'agression, donc inculpation obligatoire et ce que la recherche nous dit là-dessus. Mais je pense que nous nous trouvons dans des situations où les familles sont engagées dans le système de justice pénale. On veut que le système puisse communiquer avec l'autre. Parfois, c'est le cas dans les communautés rurales. Nous avons des juges visiteurs qui passent dans les communautés de manière en rotation, qui ne sont pas permanents. Ils sont donc peu familiers avec la communauté peut-être et l'affaire dont ils sont saisis. C'est pas de leur faute, mais il faudrait avoir des programmes qui sont équitables et qui peuvent appuyer également les personnes dans le système de justice pénale, non seulement s'ils sont accusés, mais s'ils doivent naviguer à travers le système pour traiter des affaires aux criminels. Alors, c'est une approche un peu différente à cela, Pam, mais je crois qu'il y a beaucoup pour nous à faire à cet égard. Donc, merci pour la question. Par ailleurs, je souhaite conclure en disant que je trouve que c'est très intéressant et plusieurs d'entre vous seront d'accord pour dire que chaque minute où l'on revient à la prévention et à l'éducation, chaque instant, nous le faisons. Nous n'avons pas d'agence anti-violence. Nous n'avons pas de ressources et de financement dévoués à la prévention et à l'évitement donc de la violence. Mais nous savons que ce serait efficace. Nous savons qu'il y a des recommandations, qu'il y a des qui en font état. Et en tant qu'organisation, on fait la collecte de fonds pour offrir de l'éducation, de la sensibilisation à notre communauté concernant la prévention de la violence conjugale. On fait des collectes de fonds pour cela, mais nous devons être financés et être reconnus pour notre spécialisation, pour la sensibilisation et l'éducation à cet égard. Je vais arrêter avant donc de trop m'avancer. Merci, Aaron. Je voudrais revenir au Learning Network, à peu près 2 minutes, mais je dirai moi ce que j'ai à dire en quelques instants. Une chose qui me frappe, comme tous nos amis panélistes et probablement tous ceux qui sont là également, au cours des quelques dernières décennies, il y a eu des changements, on a vu des changements. Nous avons toujours des défis, les conséquences négatives non prévues. Par exemple, l'introduction de l'inculpation obligatoire dans les années 80, on avait des bonnes raisons pour faire cela. À l'époque, les gens qui ont imaginé cela ont passé beaucoup de temps pour peaufiner cela autant que possible. Mais, entre-temps, on a compris qu'il y avait des conséquences inattendues qui ont nuit aux femmes, particulièrement les femmes dans les communautés sous-desservies et marginalisées. Il y a des suggestions quant à la réforme du droit, qu'il y ait donc un système donc de protocole de divulgation et que le contrôle coercitif soit criminalisé. Et je crois que ce sont des idées très intéressantes qui méritent notre réflexion et qui méritent la réflexion de toutes, de survivantes, les travailleuses de première ligne, des universitaires. Mais pour moi, les thèmes dominants doivent être de prendre le temps de faire tout ce que l'on peut sans jamais atteindre la perfection et de réfléchir aux conséquences nuisibles, inattendues qui donc se produisent et ne pas donc créer, donc de mettre de l'avant une nouvelle loi ou de modifier une loi sans y réfléchir, par exemple. Donc,
criminaliser le contrôle coercitif, vous n'avez pas besoin de me convaincre que c'est une bonne idée, pas du tout. Mais étant donné la façon dont les femmes ont été donc inculpées en raison de l'inculpation obligatoire, est-ce qu'on veut donc créer une autre loi et pour que finalement les femmes se fassent accuser? Donc, au bout du compte, alors que nous pensons à tous les thèmes dont nous avons parlé ensemble depuis 40 minutes, j'aimerais demander aux intervenantes du Learning Network. Il y a beaucoup de commentaires, évidemment. J'essaie de les lire mais je ne peux pas lire et parler en même temps. Et je me demande si, Diane, Linda, vous auriez donc de l'information pour nous. Nous avons plusieurs questions à considérer. Nous allons regarder tout ça ensemble. On va commencer avec quelque chose de très simple pour Prabhu, je pense. Comment choisit-on les membres d'un jury au moment d'une enquête? Pouvez-vous nous expliquer la procédure? Ils sont choisis vraiment aux soins de la communauté. C'est OHIP maintenant. On reçoit une liste de noms qui nous proviennent des gens locaux et on lance des appels. On les appelle pour voir s'ils sont disponibles, s'ils sont intéressés. Gardez à l'esprit que ce n'est pas la même chose qu'au civil ou du côté criminel, où il y a d'autres exigences juridiques. La loi dit que les membres doivent être bien choisis, donc qu'ils correspondent aux besoins. Donc, le caractère de convenance est important et propre au cas. C'est au cas par cas, n'est-ce pas? Imaginez le décès d'une personne autochtone pour qu'il y ait une enquête. De mon point de vue, d'avoir quelqu'un qui est autochtone est tout à fait convenable, étant donné la nature de la cause, pour bien comprendre les enjeux. Mais c'est assez aléatoire dans ce sens qu'on reçoit une liste aléatoire de personnes, mais on la prend, on appelle, et puis là, évidemment, ça passe dans un entonnoir, le groupe devient plus petit, et le premier jour, on arrive avec les 8 ou 9 membres, et 5 de ces 9 seront confirmés comme représentant le jury pour l'enquête. Très bien, merci. Diane? C'est Pamela qui va y répondre d'abord et ensuite les autres pourront suivre. Y a-t-il des moyens selon lesquels les recommandations peuvent avoir une apparence différente pour différentes communautés? Est-ce qu'il y a peut-être des recommandations supplémentaires? La question de la colonisation, l'oppression, etc. Bon, il y a une réponse courte à cette réponse qui est oui. Oui, tout à fait vrai et possible. Ce jury s'est penché sur les circonstances qui entouraient les 3 homicides précis dont il est question à Renfrew County le 22 septembre. Donc, la collectivité, si on veut se servir de ce terme, la collectivité qui faisait l'objet de cet examen, si on veut, vivait auprès d'autres gens dans un centre rural. Alors, dans la mesure où les preuves qu'on a accordées au jury ont été soumises, ces gens n'étaient pas des membres d'autres communautés ou collectivités diversifiées où il y aurait pu y avoir d'autres types de recommandations qui eût été formulées. Alors, pour revenir à ce que Prabhu a dit plus tôt cet après-midi, et oui, je sais que ça sonne un peu étrange, avec davantage d'enquêtes, il y aurait davantage d'opportunités, si on veut, entre guillemets, de se pencher sur différents types de communautés où a lieu ces féminicides. Et les recommandations pourraient être différentes et être plus propres aux circonstances qui sont propres à un cas particulier. Mais le jury, tout le processus, et Prabhu, vous me corrigerez si je ne m'abuse, mais c'est limité, n'est-ce pas? On se penche sur les circonstances d'un décès en particulier, et dans ce cas-ci, 3 décès en particulier. Et toute preuve qui est soumise doit correspondre à la portée, si on veut, de l'enquête qui a été établie par le coroner en chef. Et je pense que c'est exactement ce qu'a fait cette enquête. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose. Kristen, voulez-vous ajouter quelque chose? Je dirais, bon, c'est pas que je veux revenir à cette question de comité de mise en œuvre, mais c'est là que l'analyse d'un groupe comme un comité de mise en œuvre pourrait avoir un rôle à jouer. Parce que oui, ces recommandations, même si elles sont de profondes et systémiques, par rapport aux faits qui ont vu le jour dans ces cas-là, il y a quand même une limite
les recommandations qui découlent d'un processus d'enquête, il n'est pas toujours possible de les prendre, de les prendre et d'en faire loi. Ça prend du travail parce que les recommandations découlent d'un contexte très précis et ont besoin d'une considération beaucoup plus vaste. Et à mon esprit, c'est là que justement, les membres de comités de mise en œuvre qui, justement, mèneraient cette analyse intersectionnelle dont vous avez parlé, peut ajouter cette couche de nuances, de sophistication et de compréhension à des recommandations qui pourraient ne pas parler à certaines réalités parce qu'elles n'étaient pas conçues dans ce sens. C'est très, très important. Alors, la préoccupation que j'ai par rapport aux recommandations qui disparaissent dans un bureau anonyme, là, qui va faire cette analyse? Et il y a des gens du côté gouvernemental qui sont en mesure de le faire, mais est-ce que ces gens sont à la table? Est-ce qu'ils sont en train de mener cet exercice? Et si oui, comment le sait-on? Tout ça disparaît dans le néant. Alors voilà. Si vous me permettez, il y a eu un thème très important qui découlait de cette enquête, que l'on se concentre sur l'expérience rurale. Et chaque témoin parlait justement de cette violence dans le contexte rural. Et c'était quelque chose d'unique. J'aimerais ne plus jamais avoir à participer à une enquête, mais c'est très important. Il est très important que ces enquêtes existent pour comprendre que les expériences sont très différentes. Une expérience urbaine est différente d'une expérience rurale, est différente d'une expérience vécue par une femme autochtone. Enfin, il y a tellement d'exemples. Il y a toutes sortes de cas de figure. Et il y a plusieurs recommandations. La plupart pourraient se transposer à d'autres expériences et ça pourrait servir d'assise, mais je pourrais imaginer d'autres enquêtes qui pourraient parler d'autres enjeux et qui sont propres à une autre communauté particulière. J'aimerais aussi parler de rôle de représentants qui représentent d'autres communautés. Je perçois les recommandations comme étant un plan de travail. Hein. Je suis de la vieille école, je le répète. Cela ne m'empêche pas de soumettre ces recommandations aux voisins du groupe de vérité et de réconciliation ou d'apporter ça à mon autre réunion avec mon groupe avec qui j'établis un partenariat sur l'immigration. Alors, on peut voir quels autres éléments doivent accompagner ces recommandations pour que nous ayons une efficacité optimale au sein de notre communauté. La communauté ciblée, c'est ça qui est important pour nous. On n'est pas obligé de créer des limites avec les recommandations et de dire « Ah non, 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 ça ne fait pas partie de recommandations ». Je pense que ce que nous faisons, c'est que nous nous penchons sur ces recommandations à travers différentes perspectives et on voit comment tout cela peut être pertinent dans différentes communautés. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Ça me ramène à un autre point. Cette enquête n'est pas autonome. Il y a beaucoup de rapports du fameux comité CEDVF qui parle de plusieurs cas d'homicide associés donc à la violence conjugale. Je me penchais sur un de ces rapports tout récemment et il y en a un qui se penchait sur le meurtre d'une femme plus âgée. Donc, il y avait des recommandations précises formulées là pour des changements systémiques à cause de ces circonstances ou sa communauté, le fait que ce soit une femme d'un certain âge. Et lorsqu'on se penche sur des recommandations qui découlent de cette enquête, il faut tout simplement situer cela à l'intérieur d'une entité, d'un groupe de connaissances que nous détenons déjà. La triste vérité étant que, comme c'est le cas des recommandations qui découlent de l'enquête, qui ne sont pas exécutoires, eh bien, c'est la même chose pour les recommandations qui découlent du fameux CEDVF. Donc, pour en revenir au Dada de Kirsten, nous avons besoin de ce comité de mise en œuvre parce que nous avons vraiment un gros groupe de recommandations, d'excellentes recommandations, franchement. Et nous avons besoin d'une entité qui a ce rôle d'examiner et de s'assurer que ces recommandations soient mises en œuvre. Très bien, merci beaucoup. On va passer à une autre question et j'aimerais la soumettre à Kirsten et à Aaron au départ et ensuite quiconque qui veut joindre son opinion. Vous avez toutes les deux parlé de différentes façons, de l'importance des histoires, des stratégies de base féministes et de la reconnaissance davantage d'expertise comme étant des fournisseurs de services.
je ne veux pas vous dire les vôtres, mais les expertises qui représentent des fournisseurs de services. Il y a eu quantité de commentaires formulés de la part des participants qui, oui, d'accord, mais disent que la question de venir à la défense est épuisante et souvent pas valorisée par les structures de financement ou par les gens qui détiennent le pouvoir nécessaire pour aider à passer à ces changements. Et basé sur certains des commentaires qui ont été soumis, on aimerait vous redonner la parole. Je pense que c'est une réalité qu'il est très important de reconnaître. Surtout pour ces gens qui travaillent sur la ligne de front au quotidien et de porter ce chapeau de stratège politique, là, ça peut être un peu trop. Et c'est là que de travailler ensemble devient très, très important. Pam a parlé de la trousse à outils qu'ils ont élaborée. Moi, j'aimerais un peu éliminer tout le mystère sur cette question de venir à la défense ou d'intervenir. Oui, ça semble épuisant, c'est vrai. Une des raisons pour lesquelles ça semble épuisant, c'est parce qu'il y a une intimidation quant à ce que cela peut vouloir dire. Ce que j'aimerais habiliter les gens à comprendre, là, c'est que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ce que vous savez ici maintenant, en ce moment. Vous devez croire que la personne à qui vous parlez est responsable de vous écouter. C'est leur travail de vous écouter et vous leur rendez service. Vous êtes en train de les aider à faire leur travail de façon plus complète et vous n'avez pas besoin de savoir plus que ce que vous savez déjà et que bien des gens ne savent pas. Et c'est pas que je sais évidemment que les gens sont déjà très, très occupés. Évidemment, je ne veux pas minimiser cette réalité. Et de ne pas échapper une balle, déjà, c'est très difficile. Et c'est là que de faire des choses ensemble et de travailler sur des trousses à outils, comme l'a décrit Pam, ou de se diviser, si on veut, le travail, de partager le travail parmi des groupes qui s'intéressent à cette question. Et il n'y a pas de structure commande et contrôle à ce travail de mise en œuvre, mais il y a des conversations qui ont lieu à travers la province. Et à cause des rôles que certains parmi nous ont déjà joués, nous avons une ligne de mire. Mais parfois, c'est difficile de savoir ce que font les autres, mais on peut copier-coller. Ah, eux, ils ont eu telle réunion, peut-être que je peux leur venir en aide, peut-être que je peux me joindre. Ah, cette personne a déjà écrit telle lettre, je pourrais peut-être adapter ça pour mon journal local ou du travail que Aaron a fait dans Leonard County par rapport aux médias. Peut-être qu'il ne faut pas réinventer la poudre à canon. Peut-être qu'il est possible de partager ses bons coups ou ses liens ou ses pratiques exemplaires avec vos médias locaux et dire, ah, ben regardez ce que les autres ont fait. Mais je ne veux non plus dire que c'est facile, c'est pas du tout ça que je tente d'insinuer, mais je pense que mon objectif principal est d'aider les gens à comprendre que tout d'abord, vous êtes déjà équipés pour faire ce travail et deuxièmement, et ça peut être vraiment très valorisant, vous aider à vous affirmer. Le travail que j'ai fait lors de cette enquête, je faisais ça un peu sur le coin de ma chaise. On n'était pas sûr d'avoir de financement, on ne savait pas sûr du moyen de fonctionnement. Franchement, il y avait beaucoup d'inconnus, mais nous avons été en mesure de faire de plus en plus de travail et c'est devenu une partie très importante du travail que j'ai exécuté cette année. Et puis, très, très valorisant, très, très affirmant. Et quand on parle de la caravane des féministes, oui, 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 pour toutes les raisons. Oui, oui, c'est quelque chose qu'il est très important de faire. C'est une idée tout à fait inspirante. Mais tandis que Pam décrivait cela dans mon esprit, parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, j'étais en train de me dire ding, 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 c'est un générateur de puissance. C'est la création, c'est un flex communautaire qui crée une occasion de tirer parti d'un changement politique. Les éléments sont là. Il est question de faire les liens entre les morceaux pour tout ce qui est célébration et solidarité de ce mouvement féministe au sein de la province et de faire le lien avec ce qui s'est passé dans Renfrew County. Mais l'élément additionnel, de faire appel à ces représentants élus, il faut qu'ils soient présents. Et si eux ne viennent pas, allez voir les membres de l'opposition au moment venu. Il faut y aller un petit peu plus loin. Il faut tourner le volume un petit peu plus fort pour tirer parti de ce que vous faites déjà, de ce que vous savez déjà,
de votre expertise et de faire en sorte à ce que les gens qui sont responsables réagissent et soient à l'écoute. Merci, Kristen. Aaron. Merci, Linda. J'ajouterais simplement, Kristen, en tant que directrice générale de refuge anti-violence qui dépend des dons et du financement du ministère, tout à fait, les risques et d'utiliser le mot militantisme ou défenseur, ça fait peur. Je ne sais pas si c'est une menace perçue ou une menace réelle, que mon financement pourrait être coupé, éliminé, ou que mon conseil pourrait euh, s- se faire critiquer sur certaines mesures qu'ils prennent. Mais pour moi, je parle de vraiment soigner les rapports, les liens, l'approche, la langue, les mots qui sont utilisés avec un politicien, avec quelqu'un qui finance le voisin d'à côté qui ne comprend pas pourquoi ces femmes stationnent leur auto à répétition et bloquent mon stationnement. Bon, ma cour, peu importe ce dont il est question de situer sa réponse, sa réaction et comment on fait croire aux gens qu'ils font partie de la solution et pas que le problème. Moi, j'aime bien situer les choses dans leur contexte. Il y en a qui vont parler d'influence, euh, faire appel à ses compétences dans le domaine de l'influence. Lorsque vous faites cela, vous envoyez un message à tous votre circonscription que vous pouvez faire ceci. Voilà, pour le bien. Bon, j'ai l'impression que ma voix même semblait un petit peu suspicieuse, mais je pense que nous devons faire usage de ce dont nous disposons, c'est-à-dire exercer notre influence, la persuasion, nos histoires, nos récits, et surtout, il faut savoir prendre des risques. Et nous devons penser aux 4815 qui appellent sur la ligne de crise l'année dernière à mon refuge. Ils ont pris le risque de faire l'appel. Parfois, je dois prendre ce risque pour contester le système, remettre en question ceux qui financent avec respect, avec attention, avec vérité et avec des faits, et de s'assurer qu'ils comprennent qu'ils sont la solution, qu'ils font partie de la solution. Et j'aimerais rajouter, parce que c'est important de le valider, que bien des gens qui se préoccupent des risques et de tous ces éléments, je vous comprends, je sympathise, j'y suis déjà, j'y ai déjà été, mais j'ai également pratiqué bien des années à me poser la question suivante. Comment faire appel à la vérité? Comment procéder avec intention et comment ne pas ne faire convaincre que je dois me taire à cause de cette menace perçue et tous les autres risques que prennent ces autres femmes et ces autres enfants. Moi, je me range de leur côté. Voilà. Linda, est-ce que je peux intervenir aussi? Oui, oui, je vous en prie. Peut-être que je vais ajouter une tournure un petit peu différente. J'étais militante politique avant de devenir avocate. Et lorsque j'ai débuté, j'ai trouvé que c'était très isolant. J'étais très seule. C'était moi, le client et le système. Vraiment, je me sentais très seule. Certainement, je ne dirais jamais que j'étais la meilleure avocate de la ville où je pratiquais, mais bon, quand même, j'étais bonne avocate. Mais je dirais qu'après 4-5 ans, j'étais démoralisée, découragée, épuisée. Les adjectifs dont vous avez parlé lorsque vous avez posé votre question. Et comment j'ai surmonté tout ça? C'était de travailler justement sur le plan systémique. J'étais en train de me dire, ben, je pourrais aller au tribunal pendant 100 ans et les femmes n'auraient pas les résultats qu'elles méritent d'avoir, les résultats qui feraient en sorte qu'elles et leurs enfants seraient en sécurité. Et je me suis dit, bon, alors il faut y aller au niveau des systèmes. Et c'est ce travail qui m'a ravigorée. C'est ce travail que je fais pendant 30 ans, je pense, hein, plus ou moins. C'est ce qui m'a énergisée. Et ça revient à ce que Erin et Kirsten a dit, c'est de travailler avec d'autres. Nous devons trouver des moyens afin que lorsqu'on bâtisse cette ligne de front au sein d'une organisation, c'est 30 heures par semaine de ce travail et 7 heures pour faire les choses de nature davantage collective. C'est pas, ah, vous êtes à travers de première ligne et on vous s'attend en plus du travail que vous faites là, c'est d'être le défendeur de tous ces aspects de changement. Parce que ce que je fais sur le plan systémique n'aurait aucune intégrité, aucune
authenticité si ça ne prenait pas source de ma propre expérience avec mon travail et les liens que j'ai avec les travailleurs de front à travers la province. Donc, il faut rassembler les deux, imbriquer les deux ensemble et on devient des équipes au sein de nos organisations, mais aussi à travers nos organisations sur le plan régional, provincial, national et plus loin. Et je pense qu'on s'améliore tous dans tous les domaines et on est énergisé. On trouve cette énergie supplémentaire. Merci et merci à vous toutes. Bon, vous pouvez imaginer qu'il y avait des questions qui ont été soumises sur les recommandations de l'enquête qui ne sont pas exutoires. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Je vais poser cette question. Je commence avec vous, Prabhu. Comment et dans quelle mesure voyez-vous les recommandations comme étant une force motrice pour une action gouvernementale pour ce qui est changement des politiques, élaboration de programmes? Et y a-t-il d'autres changements législatifs pour lesquels nous pouvons militer pour que ces recommandations deviennent exutoires? Les changements législatifs seraient un changement à la loi des coronaires. Alors, les recommandations ne seraient plus de recommandations, mais des ordres. Ce n'est pas la première fois que cette question a été soulevée. C'est une préoccupation commune qui porte sur les recommandations. Mais ça s'appelle une recommandation pour une raison. De mon point de vue, il est très difficile de créer loi et politique à l'intérieur de quelques semaines durant une procédure juridique. De mon point de vue, j'aime bien le concept de Erin du plan de travail, mais il s'agit d'identifier des enjeux, de les souligner, de les mettre en exergue, et c'est une façon pour les experts de considérer, de consulter, de s'assurer que les groupes soient tous consultés et tous mis au courant. Et c'est une des étapes importantes. Je ne me souviens pas du début là, de votre intervention. Comment et dans quelle mesure voyez-vous les recommandations comme étant des forces motrices? Bon, je n'agirais pas, je ne travaillerais pas dans ce domaine si je ne pensais pas que ça allait donner des résultats. Alors, justement, regardez, aujourd'hui, on est engagé dans cette étape. Alors, il y a la question de la préparation, de préparer des gens, ensuite mener l'enquête et nous l'espérons en arriver à une sensibilisation, une éducation, ensuite les recommandations. Il est très important que les gens comme vous, que vous tous et vous toutes, que vous répétiez et que vous fassiez tout ce qu'il vous est possible de faire pour apporter le changement. J'adore ce que Erin a dit. On n'est pas obligé d'attendre et de voir ce que le gouvernement de l'Ontario va faire. On peut faire des choses sur le plan local aussi. Alors, de mon point de vue, cette enquête met plein feu sur un enjeu qui est vu par plusieurs, par beaucoup. Et peut-être que le travail que nous allons faire durant cette enquête sera ensuite intéressant à d'autres. Alors, j'espère que nous allons continuer dans ce sens et des tribunes comme celle-ci sont excellentes et les gens de Red Fruit Community vont aussi continuer sur son élan et je pense qu'ensemble, nous allons apporter les changements. Merci. Pamela, je me demandais si vous vouliez bien prendre ceci. Parmi les recommandations, je ne vois pas quoi que ce soit qui parle précisément de soins primaires ou des hôpitaux, alors qu'il me semble qu'on pourrait impliquer ces organisations, l'accès à la santé mentale, etc. Est-il possible de partager ces recommandations qui pourraient être partagées avec des organisations de soins de la santé? Je ne suis pas certaine que je vais répondre directement à votre question, mais je pense que c'est quand même associé à ce que vous avez dit et d'autres vont pouvoir ajouter à mon intervention. Tout d'abord, c'est un point très important. Et lorsqu'on se penche sur certains aspects, les comités de coordination basés au sein de la communauté ou des équipes à haut risque, on a besoin que tout le monde siège à cette table, qu'une famille pourrait rencontrer lorsqu'ils vivent cette expérience de violence conjugale. Et évidemment, ce sont les experts ou les fournisseurs de soins primaires, comme le domaine de l'éducation, ça pourrait apparaître à l'école, etc., la police, etc. Bon, vous voyez les exemples. Alors, quelqu'un qui travaille
dans le domaine des soins primaires et qui auraient envie d'être davantage impliqués, je leur dirais d'aller voir le comité de coordination et de poser la question, y a-t-il une place pour moi ou pour mon organisation et à quoi cela pourra-t-il ressembler? Ça, c'est une chose, un élément. Et encore une fois, je vais revenir à ce que j'ai dit il y a quelques minutes déjà. Il s'agit d'une série de recommandations, 86. Et franchement, c'est davantage 120 parce qu'il y en a qui ont des sous-recommandations dans leurs recommandations et il y a bien des idées. Bon, les soins primaires ne faisaient pas partie des circonstances dans le cas de ces 3 décès. C'est la seule raison pour laquelle il n'y a rien à proprement parler sur cette entité. D'autres enquêtes, d'autres rapports du comité d'examen, le CEDVF parle d'un rôle des soins primaires. Et voilà pourquoi nous devons toujours nous pencher sur ces éléments dans leur entièreté et de pas que dire voici les 86 recommandations, ce sont les seules recommandations. Non, on ne peut pas trouver tout ce dont on a besoin parmi ces 86 recommandations parce qu'elles sont propres à ces 3 féminicides, les meurtres de Carol, Anastasia et Natalie. Et je nomme ces femmes exprès parce qu'il nous manque du temps. Et vous avez commencé par dire que cette séance cet après-midi, n'est-ce pas, Linda, était pour honorer la mémoire de ces 3 femmes. Et je veux m'assurer qu'on n'oublie pas ces 3 femmes, ces vraies femmes en chair et en os, dont le décès a mené à ce processus d'enquête. Et voilà pourquoi nous consacrons du temps ensemble cet après-midi. Merci, Pam. C'est vrai, j'ai bien peur que nous en arrivons à la fin de notre temps passé ensemble. Et Diane et moi aimerions exprimer notre très grande appréciation au nom de notre équipe élargie et au nom de tous les participants. On a vu à quel point les gens étaient engagés. Beaucoup de questions n'ont pas été abordées malheureusement, mais on va probablement vous les soumettre. Et si vous avez le temps ou si vous avez envie d'y répondre, ce serait formidable. Oui, je vous en prie, faites-le. Et on s'assurera que les participants reçoivent les réponses. Et on sait que bien des gens qui se sont inscrits n'ont pas pu se joindre, mais ils vont écouter l'enregistrement. Donc, nous allons nous assurer que tout cela soit disponible. Alors, merci à vous tous, autant que vous êtes. Nous aimerions également remercier les interprètes ASL, American Sign Language, DNNK. On apprécie beaucoup tout le travail que vous faites pour faire en sorte que ces événements soient davantage accessibles. On l'apprécie. Et également nos interprètes vers le français, Christiane et Caroline. Et encore une fois, on veut que vous participiez en grand nombre et que vous ayez accès à tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Alors, j'aimerais indiquer que, pour ma part, une partie de ce qui était vraiment très significatif, c'est que tous autant que vous êtes offraient de l'inspiration et de l'espoir. Et on entendait votre optimisme sous-jacent, mais il est aussi très clair que vous étiez au courant de la réalité du travail et de ce qui se passe dans les collectivités. Et cette combinaison est vraiment très importante et surtout très appréciée. Alors sur ce, nous allons encore une fois remercier tous nos participants et on a bien hâte de vous revoir, on l'espère, en très grand nombre à un événement semblable à l'avenir. Merci à vous. Merci.